Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux événements graves en entreprise. Je vous rappelle que du 20 au 24 mars auront lieu les rencontres santé et travail dédiées à la prévention en entreprise. À cette occasion, la METIF vous propose 2 webinaires. Le 21 mars à 11 heures, consacré à la gestion du sommeil, et le 24 mars à 14 heures, le maintien en emploi, comment s'y prendre, c'est-à-dire les solutions pour faire face aux situations d'arrêt de travail, de handicap ou de potentielles inaptitudes de vos collaborateurs. Pour animer le webinaire d'aujourd'hui, Julie Morel, psychologue du travail, Laetitia Patinet, psychologue du travail, et Clémence Aucher, infirmière santé-travail. Le support d'information présenté lors du webinaire d'aujourd'hui vous sera communiqué par mail après la session. Petit rappel en bas à droite, vous avez les différents onglets avec donc l'onglet chat où vous pouvez donc interagir. Pour poser vos questions, merci d'utiliser l'onglet dédié questions. On vous répondra soit par écrit, soit en direct à cette question. Et enfin, il y aura 2 questions qui vous seront posées par les intervenantes pendant le webinaire. Vous pourrez y répondre dans l'onglet sondage. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Thomas, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré aux événements graves en entreprise. Alors, cette sensibilisation a été créée par notre cellule d'urgence, donc la METIF ST Accompagnement Post-Traumatique, dont Laetitia, Clémence et moi faisons toutes les 3 parties. Donc, je vais vous énoncer pour commencer les objectifs de cette présentation. Alors, on va d'abord vous aider à appréhender le risque de stress post-traumatique. Donc, on va parcourir quelques définitions clés. Qu'est-ce qu'un événement grave? Quelles peuvent être aussi les répercussions individuelles et collectives quand ce type d'événement se produit. On verra ensuite comment agir et réagir lorsque vous ou vos salariés y êtes confrontés. Donc, quels sont notamment les bons réflexes à avoir pour limiter les impacts potentiels. Et enfin, on vous expliquera comment la METIF peut vous accompagner. Donc, on vous présentera le rôle et les missions de notre cellule d'urgence. Alors, pour introduire brièvement ce sujet, on parle d'état de stress post-traumatique ou de troubles de stress post-traumatique depuis les années 80. Donc, c'est après la guerre du Vietnam et c'était essentiellement chez les militaires à la base. Donc, avec la création des Vet Centers aux USA pour pouvoir répondre aux besoins sociaux et psychologiques, du coup, des victimes. Donc, on a vu ensuite apparaître les prises en charge collectives des événements graves, notamment en France, à la suite des attentats comme ceux de Saint-Michel en 95. Et donc, c'est ensuite quelque chose qui a été systématiquement déployé, vous avez pu le voir encore il y a quelques années, en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle, pour prendre en charge les victimes qui pourraient développer un état de stress post-traumatique. Voilà. Donc aujourd'hui, ça s'est étendu pour des événements de la vie personnelle, mais aussi au sein des entreprises. On va voir les différents événements qui vont vous être présentés par Laetitia, d'où cette importance de pouvoir vous apporter des connaissances sur le sujet pour que vous ayez les moyens d'agir. Donc, je passe maintenant la parole à Laetitia. Merci Julie. Bonjour à tous. Donc, en effet, moi, je vais vous citer quelques exemples d'événements graves qui peuvent se produire notamment sur le lieu de travail. Donc, il peut y avoir des accidents du travail graves ou mortels. Pour vous donner un exemple, ça peut être une chute en hauteur, par exemple un salarié qui va tomber d'un échafaudage, ou ça peut être encore un exemple d'accident du travail, un salarié qui va, par exemple, se sectionner le doigt avec une machine ou un outil. Donc, voilà quelques exemples d'accidents du travail, mais il peut aussi survenir au travail des décès, des agressions violentes, que ce soit des agressions violentes physiques ou verbales. Il ne faut pas minimiser non plus l'impact d'une agression verbale sur une personne, notamment une agression verbale où il y aurait également des menaces de mort. Ça peut être des suicides ou des tentatives de suicide sur le lieu de travail. Malheureusement, ça existe. Des braquages ou des attentats. Je repense par exemple finalement à l'attentat du Bataclan, Hyper Cacher ou l'attentat où il y avait les frères Kouachi. Si on y réfléchit bien, ces 3 attentats se déroulaient sur des lieux de travail. Donc, je poursuis sur la partie un peu théorique du traumatisme pour que vous compreniez bien
ce qu'on entend par traumatisme et événement potentiellement traumatique. Donc, pour qu'un événement soit potentiellement traumatique, il faut qu'il réponde à 3 critères. Il faut qu'il soit inattendu, violent et soudain. Donc, on dit qu'un événement est traumatique quand une personne s'est trouvée confrontée à la mort. Ça, c'est une notion très importante. Quand une personne s'est confrontée à la peur de mourir ou, par exemple, à de graves blessures, ou encore quand son intégrité physique ou celle d'une autre personne a été menacée. Cet événement doit également provoquer une peur intense, un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'horreur. Je vous précise aussi, et c'est très important, que cela concerne les victimes d'un événement, mais aussi les témoins. D'accord ? Les témoins sont autant impactés que les victimes de ce type d'événement grave. Donc, il faut savoir que de tels événements peuvent être générateurs de souffrance, entraîner du stress ou un traumatisme et peuvent impacter la personne, donc témoin ou victime, mais aussi les équipes et l'ensemble de l'entreprise. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc les impacts peuvent être aussi bien individuels que collectifs et vraiment organisationnels. Donc, quels sont les effets, les symptômes suite à ce type d'événement sur une personne? Donc, il y a des manifestations ou des symptômes qui peuvent survenir à la suite de ce type d'événement et qui peuvent durer quelques jours à quelques semaines. Ça peut être, par exemple, des manifestations physiques, comme de la fatigue, des troubles du sommeil. Ça peut être aussi des troubles gastriques ou des troubles de l'appétit. Ça peut être aussi des effets plus psychologiques, comme des cauchemars, des flashbacks de l'événement, une forte angoisse ou de la culpabilité. Dans certains cas, on peut voir aussi apparaître des pertes de mémoire. Il peut y avoir aussi des manifestations comportementales en lien à ces événements qui peuvent être un isolement ou un repli sur soi, une hypervigilance, des difficultés de concentration. Ça peut être des consommations à risque ou une augmentation, par exemple, de consommation de tabac ou d'alcool, par exemple. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard, un peu plus en détail, ces manifestations et comment elles peuvent survenir au travail. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que, ces manifestations, donc, elles sont normales. Pour toute personne qui va être confrontée à un événement grave, elles sont habituelles. Par contre, on va parler de traumatisme si ces symptômes perdurent dans le temps. Donc, je vais vous expliquer justement ce qu'on entend par traumatisme ou par trouble de stress post-traumatique. Donc, le trouble de stress post-traumatique, comme je vous le disais à l'instant, il se manifeste lorsque les symptômes dont je vous ai parlé s'installent et perdurent dans le temps. Donc, ça se traduit par une incapacité de la personne à répondre normalement à la situation. Donc, ça va se traduire par un trouble qui se traduit par une souffrance morale, des complications physiques qui vont altérer profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle d'une personne. Donc, on peut dire que les effets du traumatisme, ils sont durables. La personne, elle va subir un véritable processus de transformation, de changement, qui aura une coloration particulière en fonction de facteurs tels que le contexte dans lequel la personne vit, par rapport à sa personnalité, par rapport à des événements antérieurs de sa vie. Par exemple, est-ce que la personne a déjà vécu un événement grave, un traumatisme, parce que ça peut arriver. Et aussi, ce qui va être important, c'est en fonction de la prise en compte de sa victimisation par les autres ou non. Est-ce que les personnes
aux alentours, la famille, mais surtout les collègues ou l'employeur vont reconnaître que la personne est victime. Et donc, la prise en compte de l'individu en tant que victime par l'employeur, mais aussi par ses collègues, va être très, très importante, notamment dans la prévention du psychotraumatisme. Donc, alors, je poursuis. Tout à l'heure, je vous donnais des exemples d'événements donc susceptibles d'engendrer un traumatisme. Là, je vous les précise un peu plus en vous donnant des exemples de situations sur lesquelles mes collègues et moi, on a pu déjà intervenir. Donc, oui, par exemple, des agressions telles que des braquages à main armée, par exemple dans la grande distribution ou dans des entrepôts logistiques, mais ça peut être aussi des agressions par des usagers, notamment dans le secteur médico-social, des accidents graves aussi, des accidents de la route, pardon, des chutes de personnes, comme je vous disais tout à l'heure, d'un échafaudage, par exemple, ou des accidents avec engin. Donc, il peut aussi y avoir dans les entreprises, malheureusement, des décès qui peuvent être des décès par mort naturelle ou par AVC, par exemple, ou crise cardiaque. Et ces types d'événements donc, peuvent survenir en présence de témoins. Il peut y avoir, dans certains cas, des salariés qui vont assister au décès d'un collègue ou de quelqu'un qui est sur le lieu de travail. Ça peut être un fournisseur, un prestataire. C'est déjà arrivé. Et ce type d'événement va être d'autant plus complexe à gérer quand il va se produire dans un endroit où il peut y avoir beaucoup de monde. Par exemple, dans un centre commercial ou dans une boulangerie. Par exemple, ce qui va être compliqué, c'est qu'il va falloir gérer l'événement lui-même et la foule et le monde qui est autour. Donc voilà quelques types d'événements qui peuvent survenir au travail et sur lesquels nous, on a pu intervenir. Donc maintenant, ma collègue Julie va vous diffuser une vidéo qui va, j'espère en tout cas, vous montrer quels peuvent être les symptômes qui peuvent se manifester suite à ce type d'événement et la manière dont ces symptômes ils peuvent évoluer en troubles de stress post-traumatique. Donc, on vous demande quelques instants, le temps qu'on lance la vidéo. Parfois, on rencontre l'horreur. Une seconde, une minute, une heure, et notre vie bascule. De ce face-à-face, nous pouvons garder des blessures, invisibles et douloureuses, qui nous replongent dans ces événements. Parfois, ce sont des images, des sons, des odeurs même, qui déclenchent des souvenirs si intenses, si précis, qu'ils en semblent réels. De nuit comme de jour, ils peuvent surgir d'un instant à l'autre. À chaque flashback, à chaque cauchemar, tout semble recommencer, comme si rien n'était fini. Et tout est compliqué, dormir, sortir, tout nous ramène en arrière. Même raconter ce qui s'est passé est difficile. On lutte sans cesse pour que les souvenirs ne nous submergent pas, jusqu'à l'épuisement. Parfois, les émotions débordent. Le moindre bruit nous irrite. On devient agressif et progressivement, on se coupe du monde. Si on ne les soigne pas, ces manifestations risquent de durer, de s'aggraver, de se compliquer d'addiction, de dépression et d'idées suicidaires. Les psychotraumatismes se soignent. Ne les laissez pas s'installer.
Alors, simplement quelques instants, le temps qu'on retrouve notre support de présentation, et je poursuivrai. Voilà, c'est bon, notre support est revenu. Merci, Julie. Donc, merci pour la vidéo, Julie. Voilà. Donc, je reviens un peu sur ce que vous avez pu voir dans la vidéo et sur quelques symptômes, quelques types de répercussions individuelles et comment elles peuvent s'exprimer au travail. Parce que voilà, c'est là-dessus qu'on veut vous toucher aujourd'hui, sur la manière dont ces événements graves et ces répercussions peuvent se traduire au travail. Donc, il peut y avoir de l'irritabilité, de la colère. Alors, comment ça peut se traduire au travail? Ça peut être une personne qui va dénigrer ses collègues, qui va dénigrer l'entreprise, qui va être très négatif envers l'entreprise, mais ces personnes peuvent être aussi très négatives par rapport au système sociétal dans sa globalité. Donc, il peut y avoir des reviviscences. Qu'est-ce que c'est, les reviviscences? C'est le fait de revivre l'événement traumatique. Ça peut être aussi des flashbacks. Les flashbacks, c'est cette fois-ci revoir un peu la scène, revoir l'événement grave qu'on a vécu. Ça peut s'exprimer aussi. Donc ça, c'est plutôt à son domicile. Ça peut s'exprimer par des cauchemars, de l'insomnie et aussi une omnubilation par le souvenir de l'événement, l'impression d'être obsédé par cet événement qui s'est produit. Pour vous donner un exemple, au travail, on a déjà eu des salariés qu'on a accompagnés, qu'on a suivis, qui avaient vécu un accident grave sur le lieu de travail. Et quand cette personne avait repris le travail, après une période d'arrêt, elle continuait à associer des bruits qu'elle entendait dans l'entrepôt à cet événement, cet accident que cette personne avait vécu. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu comment tout ça continue à s'exprimer, notamment sur le travail, sur le lieu de travail. Donc, ça peut s'exprimer aussi par du repli sur soi, des personnes, par exemple, qui déjeunaient avant avec leurs collègues, qui vont plus vouloir déjeuner avec leurs collègues, qui vont avoir tendance à s'isoler aussi, à se protéger, ou des personnes hypervigilantes. Alors, l'hypervigilante, c'est le fait d'être un peu aux aguets par rapport à chaque bruit, chaque petite chose qu'on peut voir et entendre. Et je repense aussi à un salarié, pareil, qui avait eu un accident dans un entrepôt et qui était devenu vraiment la référence en sécurité et qui était vraiment très vigilant à chaque bruit, chaque petite chose qui pouvait, selon lui, provoquer un accident. Et vraiment, l'hypervigilance, c'est pas de la vigilance habituelle. C'est vraiment d'être trop et d'être tout le temps vigilant sur tout, en fait. Donc voilà. Et ça, vous imaginez que ça peut aussi poser problème entre les collègues quand quelqu'un est à ce point-là aux aguets de tout ce qui peut se produire, etc. Ça peut provoquer des tensions par les personnes qui pourraient ne pas comprendre pourquoi le collègue est aussi vigilant. Donc voilà, il peut y avoir un sentiment d'insécurité, sentiment qu'il peut y avoir un accident à tout moment, des conduites d'évitement. Alors, un petit exemple de conduite d'évitement. Par exemple, une personne qui travaille dans de la grande distribution, dans une enseigne, et qui se fait agresser sur son lieu de travail au sein du magasin de grande distribution. Eh bien, cette personne peut éviter de faire ses courses dans ce magasin et peut éviter de faire ses courses dans l'enseigne de manière plus globale. Elle va changer d'enseigne. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une conduite d'évitement. Donc voilà, après, pour aller plus vite sur le reste, ça peut être des angoisses, des troubles obsessionnels, des phobies, des peurs, par exemple, phobie des endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de public, où il y a beaucoup de foule. Il peut y avoir aussi un sentiment de détachement, sentiment d'abandon,
de la culpabilité, du déni. Il peut y avoir aussi de la fatigue, des problèmes de concentration qui peuvent clairement s'exprimer dans le travail par donc, problèmes de concentration, des erreurs, des oublis aussi. Dans certains cas, comme j'en parlais tout à l'heure, il peut y avoir des conduites addictives, notamment de la consommation même sur le lieu de travail, puisqu'on parle vraiment du travail aujourd'hui. Et il peut même y avoir des conduites suicidaires ou des conduites à risque. Pareil, je vous donne un exemple concret. Ce serait par exemple le chauffeur qui travaille dans un entrepôt logistique qui ferait sans arrêt des excès de vitesse, qui roulerait vite pour mettre un peu sa vie en danger. Et en même temps, l'idée, ce serait pour lui d'essayer de maîtriser le plus possible ce risque. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous donner comme exemple de répercussions individuelles au travail. Donc, maintenant, ma collègue Julie va vous proposer un sondage. Oui, merci Laetitia. Après, je prendrai le temps de répondre aux questions. Alors, un petit sondage. Alors, on voulait vous demander justement, d'après vous, quel est le pourcentage de personnes qui ayant un risque en fait de développer un trouble de stress post-traumatique après un événement grave, quel qu'il soit. Donc, je vais lancer le vote. Je répète la question. D'après vous, quel est le pourcentage de personnes ayant un risque de développer un trouble de stress post-traumatique après un événement grave? Donc, est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 50%? Ou est-ce que c'est 70%? Alors, comment je fais pour lancer le sondage? Alors, je crois que vous pouvez directement aller répondre en fait dans le sondage. Si je ne me trompe pas, il faut aller dans l'onglet sondage et vous avez la question qui apparaît en premier. Oui, j'ai déjà 26 votes. 27, j'attends encore un petit peu. Ok. Donc, vous êtes... Ah, ça continue. 28, 29 votes. J'attends encore quelques secondes. Pour l'instant, vous êtes une majorité à avoir répondu 50% et 70%. Une petite minorité sur la réponse à 20%. OK. Donc, la réponse, en fait, c'est 20%. C'est vrai que on peut imaginer que ça peut être beaucoup plus que ça, mais c'est 20%, ce qui est déjà quand même important. Hein. Ça fait 2 personnes sur 10 qui ont un risque de développer un état de stress post-traumatique après un événement grave. Donc, comme l'a expliqué en fait Laetitia, c'est vrai que les troubles disparaissent dans les 3 mois, mais ils vont devenir chroniques dans 20% des cas, voilà, au-delà des 3 mois. D'où l'intérêt de prendre en charge les événements, les victimes et les témoins. Et alors, c'est une moyenne, hein, ça dépend aussi du domaine d'activité. Pour vous donner un exemple, chez les militaires, c'est plutôt 25%, donc c'est un petit peu plus. Et pour les attentats, par exemple, du 13 novembre 2015, on a 53% des personnes qui ont été directement menacées, qui ont développé un état de stress post-traumatique. Vous voyez, c'est beaucoup plus important sur des événements comme celui-là. 25% chez les témoins aussi. Et donc ça, c'est un sondage, notamment, c'est des études sur Santé publique France et qui ont été faites dans les 8 à 10 mois après ces événements. Et concernant le travail, parmi les personnes qui ont vécu, par exemple, les attentats du 13 novembre 2015, il y a 6% des personnes directement menacées qui n'ont pas repris le travail dans les 6 mois suivant à la suite de l'événement. Donc, c'est vrai que lorsque le travail l'accident se déroule sur le lieu de travail, on a vu notamment que ça pouvait être encore plus compliqué pour les salariés de reprendre et de retourner sur les lieux. Voilà. Alors,
Avant de poursuivre, peut-être j'en profite pour répondre aux questions. Alors, sur la question des événements graves, diapo numéro 3, quand Laetitia vous a présenté effectivement le type d'événement, donc quelqu'un a dit, j'ajouterais, demander à une personne de faire quelque chose qui soit contraire à son éthique dans le type d'événement grave. Alors là, pour le coup, comme l'a dit Laetitia, on est plutôt sur des événements soudains et violents qui sont et inattendus. Dans ce que vous présentez là, on serait peut-être plutôt sur un conflit de valeurs lié à l'activité professionnelle. Alors, vous pouvez peut-être développer un peu si jamais vous avez nous apporter une précision pour qu'on nous on vous précise votre réponse. Mais voilà, la réponse que je donnerais, c'est plutôt un conflit de valeurs qu'un événement grave. Du coup. Alors, est-ce que du coup c'est reconnu dans le tableau des maladies répertoriées? Effectivement, l'état de stress post-traumatique est reconnu au tableau des maladies professionnelles. On a vu des salariés notamment qui ont voilà, eu effectivement cette maladie-là, du coup, déclarée. Voilà. Alors, je vais peut-être pas trop couper, je vais laisser poursuivre Laetitia et après, je continuerai les questions, les réponses aux questions. Laetitia, je te redonne la main. Oui, d'accord, merci Julie. Oui, je complète quand même rapidement ce que tu disais, Julie, par rapport à ce que tu écrivais en réponse à l'une des questions. Donc, pourquoi limiter aux entreprises et pas élargir à la fonction publique? Comme dit Julie, en effet, on parle de l'entreprise, entre guillemets, au sens large, pour ne pas dire à chaque fois entreprise, association, établissement, collectif, etc. Mais il faut savoir qu'on intervient aussi dans des collectivités, on intervient pour des mairies, pour des associations, on intervient beaucoup d'ailleurs en ce moment pour du médico-social, notamment des agressions d'usagers. C'est quelque chose qui est assez fréquent en ce moment. Voilà, donc on intervient vraiment au sens large et on parle vraiment d'entreprises au sens large et du médico-social, des collectivités. On n'oublie personne parce qu'on a un grand panel aussi d'adhérents. Donc, on intervient donc dans un panel de milieux très important aussi, de secteurs d'activité importants. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de répercussions individuelles au travail. Là, maintenant, j'aimerais vous parler des répercussions collectives et organisationnelles qui peuvent se manifester donc, au travail. Donc, suite à un événement grave, on peut observer de la démotivation. Par exemple, ça peut être suite à l'altercation entre deux collègues et le sentiment d'un manque de soutien de la hiérarchie. Un salarié ou un agent décide de réduire ses tâches au strict minimum. Voilà, donc ça peut être aussi un exemple de démotivation. Il peut y avoir des salariés qui vont éprouver une perte de sens au travail, qui se sentent plus utiles ou qui ne trouvent plus d'intérêt à leur activité suite à un traumatisme, suite à un événement grave. On peut aussi voir l'apparition de tensions, de conflits dans un collectif. Je pense aussi à une situation dans laquelle il y avait dans la même entreprise deux témoins d'un accident grave. Et en fait, il s'avère que ces deux personnes ne vivaient pas l'après-événement de la même manière. Donc, il y avait une des deux personnes qui avait besoin de beaucoup parler de l'événement et l'autre qui avait besoin de ne plus du tout en parler. Donc, on voit que le vécu face à un même événement peut être très différent d'une personne à l'autre. Et là, en l'occurrence, ces deux personnes qui vivaient l'événement de manière très différente ne se comprenaient plus, du coup, parce qu'ils vivaient les choses trop différemment. Ils ne se comprenaient plus. Et donc, c'est pour vous dire que ça peut créer des tensions. Là, en l'occurrence, ça crée des tensions. Et on peut avoir, voilà, suite à des événements graves en entreprise, ce type de tension, voire des fois des conflits et même un délitement du collectif. Donc, c'est pour ça que je tiens à souligner
l'importance du soutien de la hiérarchie suite à ce type d'événement en entreprise, mais aussi le soutien des collègues. Voilà, parce que le soutien des collègues va être très important par rapport à la manière dont les personnes témoins et les victimes vont vivre l'après-événement. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là. Alors, maintenant, je vais passer la main à ma collègue Clémence qui va vous expliquer un peu la prise en charge de ces événements post-traumatiques. Je te laisse la parole, Clémence. Merci, Laetitia. Merci. Alors, donc moi, effectivement, je vais vous parler un peu de la prise en charge des événements post-traumatiques. On peut l'organiser en 2 temps. Alors, il va y avoir la prise en charge immédiate, donc un peu l'urgence absolue. On appelle le SAMU, les pompiers, la police au besoin. Et puis, quelques temps plus tard, la prise en charge à distance, à savoir faire intervenir éventuellement la cellule d'urgence de la METIF, donc nous, mission et organisation qu'on vous détaillera un tout petit peu plus loin. Éventuellement, la CUMP peut aussi intervenir. La CUMP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique et elle est déclenchée par le SAMU. Donc, c'est le SAMU qui évalue la situation et qui, au besoin, demande à la CUMP d'intervenir dans l'entreprise. Et éventuellement, sur un registre un peu plus privé, vous avez des cabinets qui proposent des cellules d'écoute et d'accompagnement individuel pour les salariés. Certaines entreprises adhèrent à ce genre de prestations extérieures. Donc, en pratique, il va y avoir 3 actions qu'on vous propose. C'est une façon d'organiser les choses que je vais vous détailler. Donc, dans un premier temps, dans l'immédiat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous appelez le SAMU s'il y a des blessures physiques ou un choc émotionnel. Vous pouvez également appeler les pompiers, la police au besoin. À ces numéros, il y en a 2 autres que vous pouvez noter éventuellement qu'on n'a pas ajouté dans la slide. C'est le 112 qui est le numéro européen et le 114 qui est le numéro SMS pour les sourds et les muets. Donc, certaines entreprises ont des salariés avec des problèmes de surdité et de parole. N'hésitez pas à utiliser le 114. Et en dernier lieu, une fois que la première urgence, c'est-à-dire faire intervenir le SAMU, pompiers ou police est passée, il faut absolument informer et impliquer la direction si elle n'est pas déjà là, parce que la présence physique ou par le biais de la présence physique ou téléphonique, ça permettra aux victimes après et aux témoins de se sentir considérés, reconnus et soutenus. C'est ce que Laetitia vous expliquait déjà juste avant. Voilà. En action 2, simplement déclarer l'accident de travail pour toute personne impactée et les accompagner dans leur démarche administrative. Parce que quand on a été victime d'un choc traumatique, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à faire, on perd un peu ses repères. Donc, importance que la direction puisse être présente pour ses salariés, être attentif à leur comportement, voir comment ils évoluent, comment ils se sentent. Au besoin, orienter la victime ou les témoins, les témoins vers un professionnel compétent. Ça peut être le médecin généraliste, ça peut être aussi le médecin de santé au travail. Vous pouvez tout à fait, dans l'urgence, appeler votre médecin du travail. Après, il faudra, suivant la taille de l'entreprise, informer et réunir les représentants du personnel pour analyser l'événement. Vous pouvez pour ça utiliser l'arbre des causes. Et en dernier lieu, prévenir l'inspection du travail. Ce qu'il faut noter, c'est que la gestion d'urgence, c'est compliqué, surtout quand on n'est pas habitué. A priori, normalement, des accidents, des événements graves ne sont pas censés survenir dans un lieu de travail. Donc, ce qu'on vous conseille, nous, c'est de ne pas paniquer, d'essayer de ne pas absorber l'émotion des victimes ou des témoins. Et pour cela, surtout, soyez entourés par des personnes qui sont non impliquées par l'événement et qui sont présents. Donc,
si vous êtes tout seul dans l'entreprise, ça va être compliqué. Si vous avez personne dans votre entourage immédiat, aucun collaborateur, ça va être effectivement un petit peu compliqué. Mais si vous avez du monde autour de vous, n'hésitez pas à demander à vos collaborateurs de vous aider, en sachant qu'il faut absolument que les collaborateurs n'aient pas assisté à l'événement grave. Et dernière action, vous nous alertez. Donc, vous alertez la cellule d'urgence. Vous avez là le numéro de téléphone qui s'affiche. Donc, je vous le redonne, c'est le 01 34 25 41 62 ou par le biais du mail à cellule.urgence@ametif.org. Faites-le dès que possible afin de limiter les répercussions individuelles pour le salarié et pour l'entreprise. C'est-à-dire tout ce qui peut être arrêt de travail, conflit, c'est ce que vous a énoncé tout à l'heure Laetitia aussi dans les répercussions individuelles ou collectives. Voilà, donc cette première partie pour moi est terminée. Je vais passer maintenant le relais à Julie qui va vous expliquer un peu qui nous sommes et nos missions et je reviens vers vous après pour vous parler des modalités d'intervention. Merci Clémence. Alors, qui nous sommes? Donc, notre service de santé au travail a créé donc une cellule d'urgence qui est l'Ametif ST accompagnement post-traumatique. Donc, c'est une cellule d'aide dont le rôle est d'intervenir auprès de l'employeur et de tout salarié qui serait confronté à un événement grave dans l'exercice de sa fonction. Donc, cette cellule est composée d'une équipe spécialisée. Nous avons notamment des psychologues du travail et des infirmières santé au travail qui ont été formés à la prise en charge de ces événements. Et nous avons également 2 assistantes qui sont formées au recueil d'informations. Voilà, si vous devez nous contacter, notamment par téléphone à l'Ametif. Donc, au niveau de nos objectifs, donc, l'objectif de cette cellule, c'est de vous accompagner, de vous conseiller et de vous sensibiliser en cas d'événement grave. Donc, c'est par exemple vous donner les conduites à tenir lorsque vous êtes confronté directement à un événement, vous aider à gérer la crise, je dirais presque en temps réel ou dans les heures qui suivent, pouvoir vous aider à organiser les ressources nécessaires et vous sensibiliser sur les potentielles répercussions individuelles et collectives. C'est également pouvoir organiser un débriefing, donc c'est une prise en charge un peu en différé, post-immédiate, auprès des salariés pour prévenir un traumatisme psychique. C'est également pouvoir vous orienter vers des cabinets spécialisés ou des professionnels libéraux pour prendre en charge les salariés qui en auraient besoin. Et c'est aussi le suivi de l'évolution de la situation individuelle, donc l'état de santé du salarié. Là, pour le coup, on peut aussi reboucler avec le médecin du travail et c'est suivre aussi l'évolution de la situation collective, voir s'il n'y a pas des impacts aussi collectifs comme on a pu vous présenter, Laetitia, tout à l'heure. Je te redonne la main, Clémence. Merci. Alors, sur les modalités d'intervention, de manière un peu plus concrète, donc la cellule intervient, comme on vous l'a répété déjà plusieurs fois, en cas d'événement grave survenu sur le lieu de travail et auprès des victimes et témoins directs de l'événement. En fait, chaque appel va être traité et analysé par la cellule. Chaque cas fera l'objet d'une évaluation spécifique et ensuite tous les éléments qui ont été recueillis permettra de définir une intervention adaptée. Il y a juste en certains cas où la cellule ne va pas intervenir en présentiel, c'est-à-dire si l'événement a lieu hors du temps de travail et hors du cadre de travail, donc par exemple le décès d'un salarié au domicile. Pas d'intervention non plus auprès des personnes qui ne font pas partie de l'entreprise, comme les familles des victimes ou des témoins. Non plus si pour les salariés qui n'ont pas été présents pendant cet événement. Donc, ils ne seront pas pris en charge. Enfin, il n'y aura pas de débriefing pour eux. Et dans ces cas-là, en fait, la cellule vous proposera soit des conseils, soit une orientation. Sachez également que l'intervention est tout à fait possible pour un événement antérieur, donc qui est survenu des semaines, des mois, voire pourquoi pas des années avant, et pour lequel vous avez noté des répercussions en termes
des répercussions individuelles ou collectives. Alors, le dispositif, il se réalise en 3 phases. L'événement grave survient dans le cadre du travail. Une fois que l'urgence immédiate a été traitée, vous nous contactez le plus rapidement possible au numéro que l'on vous a indiqué et que vous retrouvez là sur la slide. La demande va être traitée par une de nos psychologues. Donc, vous avez Laetitia et Julie qui répondront à cette demande. Elles feront un recueil d'informations détaillées avec une étude de la faisabilité de l'intervention. Et systématiquement, une réponse sera envoyée à l'employeur avec 3 possibilités de propositions, soit de l'ordre du conseil, soit une orientation, ou alors on planifie à ce moment-là une intervention dans les 3 à 15 jours après la demande. Cette intervention, elle peut avoir lieu avec une psychologue et éventuellement une infirmière. Surtout, n'hésitez pas à nous solliciter puisque cette prise en charge est comprise dans la cotisation. Donc, du coup, il n'y a absolument aucun supplément à apporter pour cette intervention. Voilà, donc maintenant, je repasse la parole à Laetitia qui va vous parler du déroulé du débriefing. Merci Clémence. Donc alors, là, on vous parle d'un débriefing, du déroulé d'un débriefing. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un débriefing? Donc, le débriefing, c'est la technique d'entretien que l'on va utiliser suite à ces événements graves. D'accord? Sachant qu'on parle d'entretien collectif ou d'intervention collective ou individuelle. En fonction de la situation, soit on interviendra auprès d'une seule personne, s'il y a une seule personne témoin ou victime d'un événement grave, ou si on a plusieurs témoins et ou victimes d'événements graves, on va pouvoir intervenir en ce qu'on appelle un débriefing en groupe. D'accord? Donc, comme on disait un peu tout à l'heure, on va intervenir en binôme, psychologue et infirmière, ou en binôme psychologue, par exemple. Mais la plupart du temps, on essaye d'intervenir en binôme psychologue-infirmière quand on a des groupes. Donc, l'objectif de cette intervention, c'est quoi? C'est vraiment de permettre aux personnes de verbaliser leur vécu et leur ressenti de leur situation, vraiment leur vécu de l'événement, leurs sensations, leurs perceptions, leurs émotions. Voilà, c'est ce qu'on va faire ressortir dans ces entretiens collectifs ou individuels de débriefing. Donc, quand on fait une intervention en collectif, elle a pour objectif aussi de rétablir la dynamique de groupe et de soutenir les individus et de faciliter aussi la remobilisation dans la vie de manière générale et dans le groupe, au travail aussi. L'intervention, elle va permettre à nos équipes aussi d'effectuer une évaluation de l'état du ou des salariés en lien avec l'événement. Donc, en effet, on va être très attentif aux effets, aux symptômes dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir, nous, ensuite, évaluer l'état par rapport à cet événement grave et pour pouvoir orienter au mieux. Donc, si on le juge nécessaire, on va orienter vers des cellules d'accompagnement spécialisées, par exemple en victimologie, ou on peut aussi orienter vers des psychologues qui auraient aussi une spécialisation en victimologie. Donc voilà, on peut aussi, nous, dans le cadre de nos interventions, si on voit les personnes en entretien individuel, on peut les voir quelques fois aussi, 3, 4 fois, voilà. Et on va vraiment après passer le relais aussi, bien entendu, à d'autres professionnels spécialisés si on ressent qu'il faut passer le relais. Donc, pour chaque demande effectuée et pour chaque intervention réalisée, bien entendu, la cellule est toujours en contact constant avec le médecin du travail qui est référent de l'entreprise. Donc voilà, on va tenir informé
le médecin de notre intervention et parfois même, c'est le médecin qui va orienter vers nous des salariés, par exemple, qui auraient subi des agressions. Donc ça, ce sont des choses aussi qui arrivent souvent où c'est le médecin qui va orienter vers nous des personnes victimes voilà, d'événements graves au travail. Donc, on est en collaboration constante déjà entre nous pour prendre les meilleures décisions aussi par rapport au type d'intervention et en collaboration constante avec le médecin. Donc, comme vous disait Clémence tout à l'heure, on peut intervenir donc nous voilà, directement en entretien, voilà, en débriefing, comme je vous expliquais, mais comme disait Clémence, on peut aussi intervenir en donnant des conseils organisationnels. On peut conseiller l'employeur par rapport à un événement grave qu'il aurait subi, qu'il aurait eu dans l'entreprise. Des fois, il ne s'agit pas forcément d'intervenir, mais il s'agit pour nous de conseiller l'employeur. Donc, on peut le conseiller, par exemple, sur la manière d'annoncer l'événement aux salariés, afin qu'ils puissent maîtriser aussi les débordements émotionnels, j'entends. C'est aussi l'idée d'éviter que l'information ne soit déformée et que les interprétations prennent le dessus sur la réalité. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment les accompagner, par exemple, là, sur l'annonce d'un événement grave ou d'un décès, sur la communication, comment on communique, à qui, dans quel ordre, etc. Et aussi les aider à choisir un support de communication adapté pour annoncer un événement grave, ou un décès ou autre. Voilà, ce qu'on conseille aussi dans le type de conseil qu'on peut donner voilà, quand on intervient en conseil aux employeurs, et ça c'est vraiment le conseil qu'on donne systématiquement, ça va être de prévoir une souplesse dans l'organisation du travail la semaine qui suit l'événement. Donc ça va être de dire à l'employeur qu'il est important qu'il permette aux salariés de se retrouver, d'échanger entre eux, de faire des pauses. Parce que des fois, finalement, dans ce type de situation, quelque chose qui va beaucoup aider, ça va être, comme on vous disait, le soutien de l'employeur, mais aussi le soutien des salariés entre eux. Mais pour qu'ils puissent échanger entre eux, se soutenir entre eux après un événement, il faut aussi qu'on leur laisse la possibilité d'échanger, de faire des pauses, etc. Donc voilà, c'est important de prévoir un espace d'échange convivial, ou de permettre cet temps d'échange suite à ce type d'événement. Donc voilà, ça va avec ce que je vous disais, faire confiance aux capacités du collectif de travail, du soutien et de l'entraide qu'ils peuvent avoir entre eux suite à ce type d'événement. Et ce qui est important aussi, c'est que personne ne soit oublié. C'est les conseils qu'on donne aussi aux employeurs, de dire que ne vous oubliez pas vous en tant qu'employeur, si vous avez vous-même été témoin d'un événement. Donc, c'est aussi lui, l'employeur, avoir la possibilité aussi de venir nous voir, de venir voir le médecin du travail. On peut voilà, lui dire aussi d'aller voir le médecin traitant, enfin de se faire accompagner. Donc, et c'est aussi pareil pour les managers voilà, qui peuvent être émotionnellement impactés. En fait, l'idée, c'est de dire qu'il ne faut que personne ne soit oublié dans ce type de situation, même ceux qui gèrent la crise, et c'est souvent les managers, les employeurs, etc. Du coup, moi, j'en ai terminé pour les conseils organisationnels. Je vais laisser Julie vous parler des conseils de la prévention. Et après, on prendra un moment avec Julie pour répondre, et avec Clémence, pour répondre à vos questions. Merci Laetitia. Effectivement, on a pas mal de questions. Donc, je termine et après, on les reprend une par une. Alors, on voulait reboucler en fait et terminer cette présentation par des conseils de prévention, donc notamment de la prévention globale.
Alors, je ne vais pas redéfinir les 3 niveaux de prévention, mais surtout plutôt vous donner des exemples concrets. Donc, c'est vrai que pour éviter en fait le risque de stress post-traumatique que vous a décrit Laetitia, il faut revenir à la source, hein, et donc c'est plutôt agir pour le risque d'accident du travail et donc plutôt en matière de sécurité au travail. Donc, par exemple, vous pouvez, lors de l'embauche de salariés, travailler sur un parcours d'intégration ou bien de formation lors de la prise de poste, hein, en sensibilisant les salariés, par exemple, sur les risques et aussi les conduites à tenir pour éviter du coup le risque d'accident, donc sur le poste et ses spécificités. Vous pouvez aussi, dans ce cas, former les salariés en adaptant le plus possible les formations à l'activité réelle. C'est vrai que parfois, on voit des formations qui peuvent être déconnectées du terrain, mais là, privilégier plutôt les formations terrain au poste, voilà, si c'est possible. Vous pourrez aussi travailler et insister sur la communication. Alors, c'est vrai que voilà, ça permet en fait, on l'a vu, hein, nous, dans certains accidents qui sont survenus, que le manque de communication peut amener voilà, à ce risque d'accident. Donc, c'est par exemple des salariés qui vont travailler en binôme sur une même machine. On a vu voilà, un cariste qui va travailler aux côtés d'un préparateur de commandes dans un entrepôt, où effectivement, si la communication ne se fait pas en plus des avertisseurs sonores ou des avertisseurs par exemple visuels, eh ben ça peut créer, il peut y avoir un accident. Ou on a vu aussi 2 mécaniciens qui intervenaient, par exemple, 2 mécaniciens automobiles qui intervenaient sur une même voiture, qui par un manque de communication, là aussi, voilà, un accident a été créé. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Pour le risque d'agression, vous pourrez aussi travailler avec les salariés sur un protocole. Donc, c'est par exemple comment désamorcer une situation de conflit, ne pas surréagir, passer le relais entre professionnels. Donc, on vous conseille pour la création de ces protocoles de faire participer les salariés qui sont eux-mêmes confrontés aux situations sur le terrain. On a d'autres exemples dans le médico-social où on va insister sur la formation des salariés aux pathologies des usagers, donc pour notamment savoir comment prendre en charge et agir, éviter au maximum que l'agression se produise par un usager. C'est aussi éviter au maximum le travail isolé pour éviter le risque d'accident et le risque d'agression. Et c'est aussi prévoir des espaces d'échange entre salariés pour partager leur expérience des situations à risque et aussi partager les bonnes pratiques. Voilà, quelquefois, on a vu que ça pouvait notamment désamorcer, voilà, que les salariés puissent s'entraider sur des situations qu'eux-mêmes ont déjà vécues et partager en collectif. Et pour conclure, en prévention plutôt tertiaire, pour le coup, là c'est une fois que l'événement grave a eu lieu, il est important comme l'a dit Laetitia, de pas minimiser l'impact et l'événement vécu, puisque ça pourrait éloigner en fait davantage le salarié de son poste et de l'entreprise. Nous, on l'a vu dans certains cas que les salariés peuvent avoir du mal à retourner au travail aussi parce que du coup, ils ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qui s'est passé pour eux. Et pensez aussi aux rendez-vous de liaison qui existent maintenant entre l'employeur, le salarié et aussi le médecin du travail lorsque le salarié est en arrêt, parce que ça peut favoriser aussi une aide à la reprise du travail, notamment aussi travailler sur des aménagements de poste et pourquoi pas aussi faire des reprises en binôme avec des salariés qui sont toujours en poste pour pouvoir redonner confiance aussi au salarié qui va reprendre. Voilà pour les conseils de prévention. Alors, on va prendre le temps de répondre aux questions. Je remonte. Alors, si je reprends la question sur faire quelque chose qui soit contraire à l'éthique, à son éthique, vous avez précisé qu'effectivement, c'était soudain et violent lorsqu'on demande d'exécuter la tâche. Alors oui, effectivement, si c'est soudain et violent, ça pourrait rentrer effectivement dans le cas d'un événement grave. En fait, si vous voulez, dans tous les cas, si vous voyez qu'il peut y avoir un impact
auprès du salarié ou du collectif, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nous, on verra aussi en fonction de l'événement et du détail de la situation, comment essayer de prendre en charge au mieux la situation. Mais effectivement, ça pourrait rentrer dans ce cas-là si c'est soudain et violent. Tout à fait. Alors, je reprends. J'apporte juste une précision sur le tableau des maladies professionnelles. Donc, j'ai mis un document de l'INRS si vous souhaitez le consulter. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la déclaration peut être faite après. Il y a une commission qui se réunit, en fait, c'est tous les 6 mois, pour effectivement voir décider ou pas de la maladie, si la maladie professionnelle est reconnue, pour ce salarié. Voilà. Donc la déclaration, et après il y a la reconnaissance par une commission qui se réunit tous les 6 mois. Alors, quid de la déréalisation, dépersonnalisation? Donc si on peut donner une explication, effectivement, c'était sur le descriptif des répercussions individuelles, il me semble que Laetitia a présenté. Alors, là du coup, on n'est peut-être pas allé trop dans le détail parce que effectivement, c'est assez clinique pour le coup. C'est très clinique. Oui. On va apporter la précision puisqu'il y a une question qui est posée. Effectivement, on peut retrouver. Donc ça, c'est dans les troubles dissociatifs. Voilà. Concrètement, la déréalisation, la dépersonnalisation, c'est tout ce qui va être un détachement en fait du salarié, ou de la personne, par rapport à soi-même ou par rapport à son environnement. Donc en fait, si on va un peu plus loin, c'est le salarié. Quand il est, l'individu, quand il va y avoir ce processus de dépersonnalisation, il va être plutôt observateur de lui-même en fait. Il va pas être complètement chez lui. Il y a vraiment un sentiment, on a l'impression qu'il est pas vraiment là en fait. Voilà. Pour ce qui est de la déréalisation, c'est plutôt une sensation de détachement de l'environnement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais effectivement, ça fait partie des troubles dissociatifs, de sentiments de détachement quand on est en situation de stress prolongé pour le coup, où ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Oui, je veux bien compléter, Julie, ce que tu dis par rapport à la dissociation psychique, parce qu'effectivement, ce sont des troubles dissociatifs et l'impression qu'on peut avoir quand quelqu'un est dissocié, entre guillemets, suite à un événement grave, c'est l'impression que la personne raconte l'histoire de quelqu'un d'autre en racontant son propre vécu. Voilà, donc cette drôle d'impression qu'on peut avoir, ça nous permet de poser, on va dire, le symptôme de dissociation psychique, pour vous l'illustrer un peu. Alors, je remonte ensuite dans les questions. N'hésitez pas après à redemander des précisions si besoin. Slide 13. Comment, chez les fonctionnaires, comment cela se passe-t-il? Alors, je vais revenir sur la 13. Donc là, je pense que c'est sur les conduites à tenir, effectivement, en pratique. Alors, pour moi, alors je ne suis pas spécialiste de la fonction publique. Peut-être il y aurait des éléments à apporter, mais pour moi c'est le même fonctionnement. Peut-être nous préciser qu'est-ce qui vous pose des questions là-dedans? Il me semble que c'est le même fonctionnement. Est-ce que peut-être Laetitia ou Clémence, vous avez des précisions sur le sujet? Non, moi aussi, je veux bien que la personne qui nous a posé la question peut-être nous décrive rapidement quel est le fonctionnement du ministère des Finances. Parce qu'a priori, ce n'est pas le même protocole que nous. Donc, ça pourrait être intéressant pour nous aussi de savoir quel est leur protocole. Juste pour préciser, tout ce qui est proposé là, ce sont une organisation qui est interne à la METIF, en fait. C'est la METIF qui a créé cette cellule, donc avec en particulier nos psychologues. Et donc, c'est une organisation qui est très donc basé sur la théorie et mis en pratique par la METIF. Oui, merci de préciser. C'est vrai que ce n'est pas un dispositif national. Non. Là, je propose, c'est vraiment un protocole que nous, on propose, qu'on a mis en place, avec aussi
des conseils, bien sûr, de la CUMP, cellule d'urgence médico-psychologique. Oui. Alors, pour préciser, ces pratiques-là, c'est vrai que c'est des pratiques plutôt… alors, effectivement, on a le protocole AMETIF. On a aussi, en pratique, ces conduites à tenir qui sont… Voilà, c'est déclenché aussi dans les dispositifs nationaux, en fait. Hein, donc, voilà, il me semble que ça peut être transposé au ministère des Finances. Maintenant, peut-être que le ministère des Finances a ses propres ressources. Et ça, par contre, voilà, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Pour poursuivre, et pour terminer, je pense, peut-on utiliser ce service? Alors, du coup, là, pour le coup, je pense que ça parlait du service de l'AMETIF, la cellule d'urgence, pour une salariée qui est en arrêt de travail et qui nous envoie des photos d'automutilation. Alors, dans tous les cas, première chose, c'est si vous avez un doute, appelez-nous. Dans tous les cas, on vous accompagnera. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on verra du coup si on déclenche notre cellule ou pas. Ça pourrait entrer si effectivement ce sont des salariés qui reçoivent ces photos-là en fait sur leur temps de travail. Bon, oui, ça pourrait. Je pense que soit on pourrait déclencher notre cellule et faire, alors peut-être pas un débriefing, mais un groupe de parole, soit on vous orienterait. Mais en tout cas, il y aurait quand même un accompagnement à faire, je pense, voilà, si c'est en lien effectivement avec le travail. C'est compliqué de répondre. Pour compléter, oui, pour compléter, concernant la personne en question qui envoie des photos d'automutilation, peut-être que vous vous demandez si nous, on peut l'accompagner. En fait, effectivement, si elle est en arrêt, on ne peut pas la contacter, nous, comme ça, directement. Mais par contre, j'imagine que si elle envoie des photos d'automutilation, c'est qu'elle est en contact avec elle les envoie à l'employeur, peut-être. Et dans ce cas, l'employeur peut conseiller à cette personne de prendre un rendez-vous de pré-reprise avec le médecin du travail. Voilà, et dans ce cadre-là, voilà, ça permettrait peut-être d'orienter cette salariée vers les professionnels compétents pour l'aider. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter ce que je disais. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je voulais juste ajouter juste une petite rectification au début de session. Je vous ai indiqué le 24 mars à 14h pour le webinaire sur le maintien en emploi. Ça sera le 23 mars à 14h. Et un petit récap aussi pour vous dire que toutes les infos, que ce soit le lien vers la vidéo, le support de présentation, le lien vers les futurs webinaires, tout ça, ça va vous être envoyé par mail juste après, là, dans les 2 heures qui viennent, donc à l'issue de la session. Et puis pareil, si vous avez eu des soucis techniques, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de messages, que ce soit pour visionner la vidéo ou des problèmes de son, vous pourrez regarder le replay, évidemment. Je vois qu'il n'y a plus de… Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Vous laissez clôturer. Ok, bah écoutez, on espère que ce webinaire vous a apporté des connaissances, celles que vous attendiez, et peut-être plus. On reste disponible dans tous les cas par mail ou par téléphone si vous le souhaitez et si vous en avez besoin, comme c'est précisé du coup dans le webinaire, dans la présentation, pardon. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.